between Marc Bibesco and Abbé Meunier. The most interesting letters are those from Marc Bibesco, and yet I heard so much about the extraordinary Abbé Meunier. Marc Bibesco was endowed with a prodigious memory. In addition, all the kings, all the dignitaries, all the monsignors, dukes, princes, famous writers, men of state, and scholars who lived after 1900 were among her friends and her acquaintances. How extraordinary would be the biography entitled Marc Bibesco and her contemporaries. Effectivement, donc c'est un monde où on découvre à la fois les monarques, les hommes politiques les plus influents. C'était, je crois, au fur et à mesure que la personnalité de Marc Bibesco se condensait, elle devenait plus prestigieuse, que le monde voulait la rencontrer. Elle était donc, par exemple, à Londres, puisque son cousin Antoine Bibesco avait épousé Elizabeth Asquith, elle avait accès au cercle très fermé qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de The Coterie, qui rassemblait les gens les plus spirituels, les plus en vue, les plus intelligents, disait-on, Virginia Woolf ou bien Duff Cooper, qui était ambassadeur de Grande-Bretagne en France, Winston Churchill, et de là donc beaucoup, une sorte de... c'est un réseau, voilà, une Facebook si vous voulez, d'amitié à la fois littéraire et politique transeuropéenne, sur lequel elle navigue. Donc partout où elle va, elle est bien reçue, elle a une réputation, donc elle va rencontrer y compris Mussolini dans les années 30, Göring dans les années 30 en Allemagne. Bien sûr, c'est à cause, ou bien grâce, à la position de président de la Fédération aéronautique internationale de son mari. Et donc, elle est toujours là. Donc, si vous voulez une fresque de l'histoire européenne des années 1940, il faut lire les mémoires de Marc Bibesco, ou bien La vie d'une amitié, 3 volumes, qui couvrent donc les années 1910-1940. Et c'est là, je crois, la source la plus importante concernant la vie de Marc Bibesco, pendant 3 décennies, et qui explique comment et pourquoi elle a pu rencontrer et puis se lier d'amitié avec tant de gens d'importance. Oui. C'est très intéressant de savoir un peu de son mari. Ah oui. Parce qu'avec une personnalité si forte comme Marc Bibesco a posé et dans la société, il était intéressant qui était son mari, comment il a pu vivre à côté d'elle. Il n'est pas cousin. Troisième degré, Georges Valentin Bibesco. Disons que Marc Bibesco avait une expression très intéressante pour décrire leur mariage. C'était un Stradivarius laissé dans les soins d'un singe. Donc leur mariage était quelque chose disons qu'entre le monde de Georges Valentin Bibesco, qui était un monde sportif, qui était un monde plein d'énergie et d'initiative individuelle, et le monde de Marc Bibesco, qui était un monde plus réclusif, qui était un monde plus introspectif, culturel, il y avait une différence très grande. Disons qu'il a trouvé d'autres moyens de s'entretenir, et elle aussi. Donc, c'était un partenariat très utile, très bien géré, quoique, bien sûr, avec des problèmes. Et Lila de Disbach le dit ouvertement, les journaux de Marc Bibesco l'avouent ouvertement, mais c'était une sympathie profonde, c'était une sorte de compréhension. Bon, Georges sera toujours comme ça, je ne peux pas le changer, j'aurais voulu le changer, ça se voit, le moment où, immédiatement après son mariage, Marc Bibesco se sent un peu isolé, se sent quitté. Donc de là, son intérêt accru pour les lettres. Elle décrit les livres comme étant les meilleurs remplacements d'une amitié, les meilleurs remplaceurs d'une amitié. Voilà. Donc, c'est la vie, dirais-je. Mais son mari, donc, pour mentionner quelques repères biographiques,
Donc, il a été d'abord le premier pilote de Roumanie, le premier automobiliste professionnel de Roumanie. Il a été plus tard le vice-président et puis le président de Aéroclub roumain, président du comité olympique roumain de 1919 jusqu'à 1923, président de la Fédération aéronautique internationale, qui était à l'époque une institution très intéressante parce que aujourd'hui c'est une assemblée sportive, bref, mais à l'époque elle rassemblait les ministres de l'air et les ministres de l'aviation et de guerre, parfois des pays les plus importants de l'Europe. Donc il y avait une connotation politique, stratégique par rapport, parce qu'il s'agissait de l'aviation, parfois de l'aviation civile et de guerre des pays impliqués. Georges Libesco avait essayé d'appliquer des projets de réforme très importants, tels que par exemple la possibilité de voyager sans passeport, la possibilité de mettre en commun l'espace aérien de l'Europe, mais aussi, et ça c'est très intéressant, la création d'une aviation militaire internationale qui soutienne les initiatives politiques de la Société des Nations. Parce que c'était quoi la Société des Nations sans un bras militaire qui puisse effectivement imposer les décisions prises à Genève? Malheureusement, c'était un projet seulement. Mais c'était quelqu'un... Georges Valentin Libesco, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'initiatives, mais qui aimait, disons, rejouir de toutes les libertés possibles. Voilà. Si vous acceptez, monsieur, à propos de monsieur Libesco, comme il a rencontré un autre aviateur roumain de notre région, Alexandre, de Orăștie. C'est Aurel Vlaicu, c'est ça? Oui. Et comme Vlaicu a eu quelques performances extraordinaires à Asfeld, oui, près de Vienne, c'est ça, ce fort caractère qui était donc Georges Valentin Libesco a été un peu surpris, pour ne pas dire jaloux. Oui. Oui, vous m'excusez c'est complément de l'information. Mais il y avait toujours disons, l'esprit de compétition des sportifs. Bon, on pouvait aller très loin. Mais je me rappelle le moment, mais malheureusement je ne vais pas traduire ça en français, le moment où Aurel Vlaicu reçoit la décoration, une décoration militaire roumaine. Il dit en roumain avec un accent transylvain, je ne sais pas exactement comment le traduire en français, mais d'une candeur, pas mépris, mais un désintérêt total pour la hiérarchie des honneurs officiels donc, de l'État roumain ou bien de n'importe quel État. Pour lui, pour Vlaicu, ce que comptait était le vol, l'aventure. Bon, je quitte un peu le domaine des détails de la vie de Marc Libesco et je m'adresse maintenant aux spécialistes de la problématique européenne. Alors, au début de ta présentation, tu as parlé de cette militante pour l'Europe, oui, qui était Marc Libescu et qui avait déjà une conception d'Europe fédérale. Oui, oui, parce que tu disais qu'elle contestait les différentes approches qui mettaient en avant un peu une approche un peu trop nationaliste. Oui, oui, voilà. Oui, oui. Mais ça, c'est un aspect. Donc voilà, la militante pour une Europe fédérale. De l'autre côté, Marc Libescu, c'est l'autre aspect très, très intéressant. Elle était une vraie Roumaine et plaide et affirme cette identité roumaine sur les différents plans et son rôle en Europe. Comment est-ce que tu peux comment peux-tu expliquer cela justement dans la perspective des valeurs européennes de nos jours, pour mettre en évidence que cette contradiction apparente n'est pas en fait une vraie contradiction. Oui, parce que dans la pensée politique, au moins exprimée en écrit par Marc Libescu, je viens de découvrir que donc il y avait d'abord le désir de paix.
le désir de paix, de stabilité qui était, je crois, le désir de tous les Roumains au début du 19e et du 20e siècle, se condensait dans cette idée que d'abord il fait donner à tout chevalier et tout honneur. Donc, chaque nation devait avoir les moyens de pouvoir apaiser les poussées nationalistes, parce que si on réglait la question des nationalités en Europe, on pouvait aboutir à la paix, à une sorte de paix, non pas perpétuelle, parce que bon, c'était le projet de Kant, mais c'était un projet impossible, mais à une paix qui soit solide, qui soit bien confortée. Donc le démantèlement des empires, à un moment donné, elle dit qu'elle regrette la désintégration de l'empire, de la monarchie austro-hongroise. Mais c'était une question de perspective historique. Nous sommes donc dans les années de la guerre. On ne sait pas à quoi cette Europe qui va naître de la Première Guerre mondiale va ressembler. Donc peut-être que l'existence de l'Empire était quelque chose de meilleur, de mieux que le démantèlement et la recréation d'une Europe centrale partagée en plusieurs États, petits et instables. Donc elle tient compte toujours de ce côté de politique efficace. Donc il faut que l'Europe qui va être construite, et elle était très sûre que l'Europe va être unifiée un jour, unie et unifiée à la fois, donc il fallait que cette Europe soit à l'aise avec elle-même. Donc sans conflit, sans révolution, rien qu'une sorte de société ouverte qui accepte l'idée de coopération culturelle, mais elle était à la fois très influencée par l'idée de Charles de Gaulle. Plutôt l'Europe, une sorte d'Europe confédérale plutôt que l'Europe fédérale. Et j'avoue avoir cherché dans les écrits du Marbivesco une sorte de projection institutionnelle de l'Europe. Bon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que pour Marbivesco, c'est l'esprit européen qui compte, c'est-à-dire la collaboration, l'ouverture, la connaissance mutuelle des nations. Et je dois vous dire que dans les archives, et j'ai transcrit le dernier roman de Marbivesco, Napoléon et l'idée européenne, ou bien Napoléon vu par l'Europe, c'était son dernier roman, il avait fini sans jamais pouvoir le publier. J'ai transcrit, adnoté, commenté, et peut-être l'année prochaine, ça sera publié. Mais là, par exemple, je me suis intéressé à ce côté institutionnel européen que Marthe pouvait concevoir. Et je me rends compte qu'elle était favorable à une sorte pas suprématie, mais primauté française. Donc, pour elle, l'Europe pouvait, oui, bien sûr, être faite, mais sous l'égide culturelle de la France. Parce que la France, pour Marbivesco, était la culture la plus riche, la plus dense, la plus plénière, si vous voulez, de l'Europe. De sorte que l'Europe devait embrasser une vision plutôt française des choses et des institutions, et non pas, disons, allemande ou soviétique, bien sûr, mais savons très bien que le fédéralisme soviétique était une thèse très véhiculée à l'époque, dans les années 60, et on savait très bien que le Parti communiste était assez puissant dans quelques pays de l'Europe occidentale. Donc, une Europe qui soit confédérale, qui soit à la française et qui ait pour capitale Paris, qu'elle appelait d'ailleurs Athènes céleste, c'est-à-dire l'endroit où la culture la plus raffinée, la langue la plus claire, la plus élégante se retrouvait. Donc, voilà. Pour faire court, question, est-ce que la diversité était une grande valeur européenne pour elle? Oui. Et je vous donne un exemple. Donc, l'ouvrage La Nymphe Europe était prévu paraître en 27 volumes. 27 volumes, c'est-à-dire un volume dédié à chaque pays européen des années 1920-1930. Aujourd'hui, bon, ça ferait 35 volumes. Mais chaque volume était une manière à la fois très intéressante d'expliquer les relations culturelles entre les pays européens, mais aussi la présence d'un parent, d'un cousin dans ce pays-là. Donc, il y avait un volume dédié à l'Autriche, à la Hongrie,
à la France bien sûr, à la Belgique, l'Angleterre, etc. Chaque volume portant le nom de La Nymphe Europe en Italie, en France. Mais bon. Merci. Belle réponse. C'est vous. Vous avez parlé de 3 ouvrages qu'elle a écrits, mais est-ce qu'elle a écrit d'autres de poèmes? Je sais, mais alors vous n'avez rien parlé de ça? Non, elle écrivait des poèmes, mais disons que c'était une littérature qu'elle gardait pour elle. Elle avait commencé à écrire des poèmes lorsqu'elle était très jeune, sous l'influence d'Anna de Noailles, et puis vers la fin de sa vie, lorsqu'elle voulait un peu exercer son talent. Mais elle a été très attirée par la prose. Et par exemple, en lisant d'abord Les 8 paradis, qui a été couronné par l'Académie française avec le prix de l'Académie en 1908, et puis Alexandre asiatique, ce sont des textes très poétiques, mais toujours en prose, qui se rapproche un peu de l'esthétisme d'un Pierre Loti, d'un Robert de Montesquieu, mais c'est très raffiné, c'est un texte, ce sont des lectures merveilleuses, si vous avez le temps, l'envie et le plaisir, je vous assure, c'est magnifique. Et puis, elle est intéressée par les relations humaines. Elle commence, d'abord, c'est Izvor, Pays des Seuls, c'est donc c'est l'ouvrage concernant la Roumanie, qu'elle écrit en exil à Lausanne. Lausanne elle manque la Roumanie, donc elle se rappelle la Roumanie, elle invoque la Roumanie, et de là, un ouvrage qui sera très bien reçu par la critique française, et d'ailleurs qui était le sujet de plusieurs articles et commentaires. Et puis elle change avec, elle continue avec ce que j'appelle la comédie humaine, Le Perroquet Vert, 1923, Catherine Paris, qui a été très bien vendue aux États-Unis. Chaque Américain des années 20 qui venait visiter la ville, la capitale de France, avait acheté déjà un exemplaire. Tout le monde connaissait L'Île Saint-Louis, connaissait les princes Dragomir, etc., donc qui étaient les personnages inspirés de la vie réelle, les personnages de Catherine Paris, et puis le roman Égalité, qui est déjà un roman politique. Et de là, la littérature de Marthe glisse plutôt vers l'histoire. Donc elle se chateaubriandise, si vous voulez. Elle abandonne non pas la poésie ou bien le lyrisme, mais les poèmes ne sont pas, disons, la poésie n'est pas son domaine de prédilection. D'autres questions, d'autres commentaires? Moi, je voudrais vous poser la question s'il y a un intérêt en ce moment en Roumanie pour ce personnage brillant et intéressant. Aussi, par exemple, si vous-même, si vous écrivez sur sa vie, sur son œuvre, si ça intéresse les Roumains actuels. Oui, elle est devenue, disons, très connue depuis quelques années, parce que c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que ce que s'était passé en 1989, c'était à la fois une récupération de la mémoire politique et culturelle et sociale des Roumains. Et ça nous a pris un peu de temps, il faut le dire, mais nous sommes arrivés à dénicher dans le patrimoine culturel des Roumains les personnalités qui puissent nous inspirer aujourd'hui. Et Marc Bibesco en fait partie. Et donc de là, un intérêt accru pour son œuvre aujourd'hui, pour la manière dont elle concevait l'Europe, par exemple, sur sa personnalité. Bien sûr, ça, parfois ça tombe dans le journalisme, et ce n'est pas les meilleures manières de traiter la biographie de Marc Bibesco, un peu de sensationnalisme. Elle a connu, elle a rencontré, donc c'est un peu de l'histoire de journalisme. Mais effectivement, disons qu'elle a repris sa place. Ou bien, elle a été, je me rappelle, en 2001, elle a été déjà désignée par une sorte de sondage
comme la personnalité ayant la plus grande influence dans la politique roumaine dans le XXe siècle à l'extérieur. Donc, qui, de l'extérieur, est influencée dans la politique roumaine. Et elle était suivie par la reine Marie. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer de mieux pour vous, par exemple, que vous offriez vos services aux parlementaires roumains, mais pas en français, bien sûr, parce que vous leur posez des questions, des pièges, de présenter un peu donc, ce qu'elle a fait pour la Roumanie. Et qui s'en inspire un tout petit peu. Voilà. J'aimerais bien, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que nos parlementaires ne sont pas très intéressés par la culture roumaine, parfois, ni par l'histoire, ni par la société, ni par... Quel euphémisme. Oui, voilà. Mais sauf le moment où ça constitue une opportunité de rencontrer, une opportunité électorale, oui, ils seront toujours présents là, mais pas pour le reste. Ils sont très bien. Je crois que Albu Romanescu, c'est vraiment un espoir pour la diplomatie roumaine de demain. Voilà vers quoi peut-être la nouvelle génération amènera la Roumanie à ce Il n'y a pas de parenté entre vous et M. Lazar Romanescu? Non, tout le monde me demande cela, mais d'accord, excusez-moi. Non. Donc, oui, ça se voit, je crois. je ne connais pas, je l'ai rencontré une Du fois. moins pour l'élégance de la langue, bien sûr. C'était à l'OTAN il y a 16 ans. Oui, on est en 1999, mais c'était pour prendre une conférence. Donc, ouais. D'autres commentaires, sinon ça nous reste à remercier encore une fois. C'est moi qui vous Radu remercie. Romanescu. Non, pour nous, c'était vraiment pas seulement un grand plaisir, je dirais plus, vu ta compétence et ta jeunesse, c'est un honneur pour nous de t'avoir accueilli. Merci d'avoir